Pour la jeune étudiante venue de Grèce, la demeure de l'esprit s'est ancrée au cœur de Paris. Tout a commencé sur la place de la Sorbonne. Je me revois errer sur ce parvis mythique, véritable carrefour de rendez-vous littéraires, sentant la rumeur du monde s'estomper à mesure que je m'approchais du grand portail. Puis vint le moment du grand saut, mon entrée à la Sorbonne. Franchir ce seuil, ce fut accepter d'être littéralement hypnotisé. Une fois à l'intérieur, le temps s'est arrêté. J'ai commencé mes errances dans les galeries majestueuses, de longs couloirs de pierre et de lumière, où le silence semble chargé de siècles de quêtes intellectuelles. Marcher dans ces galeries, c'était s'inscrire physiquement dans une continuité historique. Et que dire de mes premiers contacts avec les salles de lecture et les amphithéâtres? Une ivresse sensorielle m'envahissait. L'odeur des vieux livres, les hauts plafonds, le grincement du parquet. C'est là, et plus particulièrement sous la verrière et les boiseries chaleureuses de l'amphithéâtre Iliard, que la magie a opéré de façon presque mystique. S'asseoir dans cet espace sacré, c'était ressentir le poids et la beauté de l'éloquence, le vertige de la transmission. La Sorbonne ne m'a pas seulement instruite, elle m'a enveloppée, elle m'a embrassée. Cet embrassement académique et spirituel fut le point de départ de ma quête d'éternité. C'est habité par ce magnétisme parisien que j'ai franchi les portes de l'école pratique des hautes études. Quitter les horizons familiers de Thessalonique pour ce carrefour des mondes était une chance unique de goûter aux saveurs les plus pures de la linguistique. Mon premier choc absolu y portait un nom, André Martinet. Entrer dans son séminaire, c'était pénétrer dans le sanctuaire de la clarté fonctionnaliste. Je me revois assise parmi des chercheurs chevronnés, captivée par la précision dynamique avec laquelle le maître maniait les concepts de phonologie. Mais le cadeau le plus précieux de Martinet fut sa vision révolutionnaire de la dynamique des langues. Avec lui, la langue cessait d'être une structure morte, déposée dans les grammaires. Elle devenait un système vivant, en plein mouvement, en perpétuelle évolution. Il nous montrait comment les langues bougent et se réorganisent constamment sous la pression des besoins des locuteurs et de l'économie linguistique. Une géométrie invisible et mouvante cachée derrière le chaos apparent des sons. Ce modèle fonctionnaliste si vibrant allait marquer à jamais ma vision et tracer la voie de mes propres recherches doctorales sur ma langue maternelle, le grec moderne. Puis, la rigueur se faisait passion charnelle dans les stages de Claude Agege. Là, l'atmosphère s'embrasait. Agege n'était pas seulement un linguiste de génie. C'était l'homme orchestre du langage, un mage habité par un amour infini pour la diversité humaine. Passer de l'analyse d'un idiome africain à la structure complexe d'une langue amérindienne devenait, sous sa direction, une performance théâtrale éblouissante. Il ne décrivait pas les langues. Il les laissait couler en lui. Il les parlait avec une jubilation contagieuse. Avec lui, la linguistique cessait d'être une discipline froide pour devenir une aventure d'explorateur, une célébration de la parole vivante. C'est au croisement de ces deux maîtres qu'est née en moi une ambition folle, un défi scientifique majeur, l'étude approfondie de la langue basque. Aux yeux de la communauté académique, il y avait quelque chose d'étonnant
de profondément surprenant à voir une jeune hellénophone, bercée par les structures nominatives, accusatives du grec, se jeter à corps perdu dans l'analyse des compléments du verbe et des systèmes casuels d'une langue aussi mystérieuse. Le basque, ce fossile linguistique pré-indo-européen, m'appelait par son altérité radicale. Cette recherche, menée à fond dans le cadre rigoureux de mon DEA à la Sorbonne, est devenue une véritable enquête de terrain, au cœur même de la Maison des Basques à Paris. Armée de mon magnétophone, j'ai passé des heures à recueillir des enregistrements, à capter la parole vivante, à traquer l'alignement égatif directement dans la voix des locuteurs natifs. Penser, analyser et rédiger toute cette complexité directement en français fut une immersion totale. Ce pari audacieux de jeunesse a trouvé sa consécration éclatante avec la publication de mon livre « Langue à construction écative, le cas du basque ». Voir ces investigations gravées à jamais dans les pages d'un ouvrage scientifique est la plus belle récompense de mon audace.